Pendant 15 ans, au cœur des Alpes, l'eau d'Évian prend sa force. L'équilibre minéral. C'est bon de se sentir bien dans son corps. Évian, l'équilibre minéral. C'est bon l'équilibre. Je m'envole, c'est terrible. Cacahuètes grillées à sec Benots, un goût irrésistible. J'aime. J'aime. Julien. Nerveuse, hein? J'aime les routes bleues, les routes Citroën. Coucou, bien roulé, hein? J'aime. Hé, c'est quoi votre direction? Retourne chez ma mère. Allez, viens. Et moi, j'attends que la mer monte. Citroën PX 19 GT, 105 chevaux. Viva de Candia, oh lélé, oh vitamine, dis-moi si pour toi la vie va. Quand la vie va, viva de Candia. Oh, viva la vie va. Quand la vie va, viva de Candia. Regardez la quantité de nourriture qu'une famille de 4 personnes doit mettre au frais en un an. Pour mettre au frais autant de nourriture, on choisit un réfrigérateur qui a fait ses preuves. Zanussi, le premier constructeur européen d'électroménager. Zanussi, Preuve à l'appui. Fraîcheur de vivre, chewing-gum au goût très frais. Fraîcheur de vivre, chewing-gum au goût très frais. On en prend un, on se sent bien. Risil. Une collection de couleurs pour les yeux qui disent oui, qui sourient. C'est Risil. Vos yeux bien plus grands. Risil le regard. Vos yeux bien plus beaux. Plus brillants, soulignés, veloutés, peut-être en bleu mystérieux. Risil le regard, Risil. Risil, Risil en douceur, en couleur, et vos yeux deviennent regard. Risil le regard, Risil, et vos yeux deviennent regard. Risil. Mazdoge, les bonzes, les yeux fermés. Mazdoge. comme la vie est simple avec Arcoflamme. Déjà sur la flamme, Arcoflamme nous séduit. Si résistante, si belle. Et puis quand tout est cuit, Arcoflamme vient à table nous dire bon appétit. Alors, chaque jour, ravi, on se dit Arcoflamme d'Arcopal, ça simplifie la vie. Chérie, t'as vu mon pull André Hayat? Taxi. Bonjour, comment allez-vous? Gorge irritée, bois fatigué, ça fait du bien Respiral. On Respiral, ça adoucit. On Respiral, ça rafraîchit. Pastille au miel mentholée, Respiral, douceur vive. C'est drôlement bon de Respiraler. Quand on est à la fois romantique et passionné, secrète et assuré, naturel et raffiné, on est Magnolia. Magnolia, l'eau de toilette inoubliable d'Yves Rocher. Here we are at the end of the day, you and I dreaming together again in our home. Relax. Nouveau Gao de Sina.
C'est à 23h35 que vous pourrez suivre l'édition de la nuit et que vous serez par conséquent informé des toutes dernières nouvelles de cette journée de mardi. Et puis tout de suite après, pour finir cette soirée sur Antenne 2, quelques vidéoclips au cours de Bonsoir les clips. L'école est en crise, les parents sont inquiets et les profs mal à l'aise. Pendant 18 mois, Patrick Rothman et Hervé Hamon ont enquêté dans les lycées et les collèges de l'enseignement en public français. L'émission qui va suivre maintenant est le premier volet d'une série de 3 émissions au cours de laquelle les profs parlent librement des élèves, du contenu de l'enseignement et aussi de la difficulté d'exercer leur métier dans l'école d'aujourd'hui. Voici donc tout de suite le premier volet de la série intitulée « Tant qu'il y a des profs ». Bonne fin de soirée sur Antenne 2. C'est quoi comme matière? Le cristal, c'est une préparation... Ils sont 4 millions d'élèves, vos enfants, que les 250 000 profs de l'enseignement secondaire accueillent, instruisent, éduquent. Chacun, chaque association, chaque parti porte son jugement sur le système scolaire. Mais l'univers quotidien de l'école, lui, est mal connu ou méconnu. Qu'est-ce que c'est que ce petit signe là que tu m'as mis au-dessus du sang? Ah non, moi je ne les veux pas, je les retire. Alors, je veux bien la virgule. Bon, mais je ne veux plus le petit c. Parce que Nous avons voulu rencontrer les profs, les entendre, les voir travailler. Un collège de la banlieue parisienne, un lycée professionnel dans le Midi. C'est des maladies qu'on a sur les organes reproductifs. Un lycée classique en Bretagne. Regardez, une chambre à Francfort. Nous avons voulu pousser les portes des salles de classe, là où les adultes, sauf les enseignants, ne pénètrent jamais. Est-ce que vous avez choisi d'être prof? Oui, j'ai choisi. Bon, comme tous les enfants, j'ai d'abord voulu être coureur cycliste, forain ou bien pompier. Je voulais pas du tout être prof. Et puis, ça s'est fait comme ça. Je suis devenu prof par hasard. Il y a l'occasion d'une discussion avec M. Hidon, ici présent, qui est mon ancien professeur. Et il m'a proposé de faire entrer à l'éducation nationale en tant que maître auxiliaire au lycée Ferry-Mistral que je connaissais, qui était mon ancien lycée. Et je me suis lancé. Est-ce que vous avez choisi d'être prof? Pratiquement, oui. Enfin, disons que c'est un concours de circonstances. Une fois qu'on a fait de la philo, si on veut continuer à en faire, le seul débouché, le seul avenir, c'est de l'enseigner. J'ai choisi ce métier-là. Ça fait peut-être bête de dire que j'avais envie de le faire depuis déjà très jeune. Oui, j'ai choisi d'être enseignant, certainement. Et j'allais dire presque enseignant dans ce collège. Et pourtant, je n'ai pénétré dans ce collège que 4 ans après avoir débuté dans la fonction enseignante. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis dans ce bahut. Qu'est-ce que je peux dire sur cette progression de ces années? J'ai assisté quand même dans ce collège à une lente, très lente dégradation. J'ai l'impression que la difficulté de s'adapter au monde est de plus en plus difficile pour les enfants et peut-être aussi pour les adultes, donc pour les enseignants. Et par suite, on a l'impression que le niveau forcément des élèves baisse. Il n'y a pas un enfant sur 8 lorsqu'il rentre dans notre collège en 6e, un enfant sur 8, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire 12,5% d'enfants qui atteignent le baccalauréat. Un quart des élèves qui entrent en 6e ne savent pratiquement pas lire, et de la même façon, un élève sur 4 entré en 6e poursuivra des études longues à partir de la seconde. Au collège de Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, 25% des élèves entrés en 6e passeront en seconde.
La moyenne nationale est plus élevée, 40% environ. Mais dans tous les collèges de France, l'échec scolaire est le problème numéro 1. Une majorité d'enfants ne parvient pas à suivre et les profs accusent leurs élèves. Les profs disent toujours que le niveau baisse tous les ans. Moi, je le dis aussi, en fait. Je me retrouve dans la peau du prof qui dit « Ah, les élèves, c'est pire chaque année. » Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, dans le cadre scolaire, c'est vrai, parce que moi, de plus en plus, je me heurte d'abord à l'impossibilité de faire de l'histoire. Bon, alors j'essaye d'en faire, parce que sinon, vraiment, c'est complètement écœurant, quoi. Et sinon, maintenant, je me heurte à des problèmes de langage. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus seulement les faire travailler, leur faire comprendre des trucs, c'est leur faire comprendre ce que je dis. Ce que je voudrais que vous essayiez de comprendre là, c'est que la monarchie absolue, à ce moment-là, c'est un moyen pour l'État de contrôler l'ensemble de la population. Alors, je vous ai parlé de problèmes d'impôts, je sais bien, c'est pas très rigolo, hein, mais on va voir à quel point c'est important dans le fonctionnement de la société. Vous allez prendre le budget de 1788 qui se trouve page 131 dans le livre. Même là, il y a un tableau, c'est écrit à bas les impôts. Oui, ça, on verra ça après, parce que c'est le début de la Révolution. Les grandes lignes du budget de 1788. Si vous regardez les chiffres, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de recettes que de dépenses. Non, il y a plus de dépenses que de recettes. Ouais. Il y a nettement plus de dépenses que de recettes. Comment ça s'appelle quand un budget, en fin de compte, est un budget où il y a plus de dépenses que de recettes? Élevé. Élevé, non. Je l'ai déjà expliqué, ça. Vous avez l'air de me regarder comme ça, comme des merlanfries, comme si vous tombiez de la lune. Alors. Dépensable. T'es sûr? C'est un budget en déficit. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Déficit. Hein? 126 millions de déficit, 63 millions donnés à la noblesse. La noblesse, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les... C'est quoi la noblesse? Ah non, j'ai cru que c'était... C'est les riches. C'est pas seulement les riches, on peut... Mais non! C'est pas les bourgeois, la noblesse. Non, et ça, alors, attention, vous avez interrogation écrite demain, hein, on a vu ça. Bourgeoisie, noblesse, qu'est-ce que ça veut dire? Les élèves de 3e qui écrivent des trucs. Parce qu'ils écrivent, ils pensent que, bon, ils sont face à une copie, il faut qu'ils écrivent sur cette copie, quoi. Il faut qu'à la fin de l'heure, à la fin de l'interro, il y ait du gribouillage sur la copie, il y ait des phrases. Mais que ce soit... Ils ne pigent pas que c'est leur réflexion qui est en jeu, c'est leur conception, en fin de compte, leur action par rapport à la copie, qu'ils ont à s'impliquer dans la copie, en disant ce qu'ils pensent, en essayant de montrer qu'il y a quelque chose à dire. Non, ils pensent qu'il faut dire quelque chose, quoi que ce soit. Il faut gribouiller du papier. C'est-à-dire qu'ils sont dans un milieu culturel, en fin de compte, complètement étranger. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont qu'ils ont de la mauvaise volonté ou que c'est des imbéciles ou quoi que ce soit. Non, ils sont paumés. Comment il est, Lutte comme Il est sympa, il est sympa. J'aime bien, moi. Il est sympa. Il est sympa. Tu l'aimes bien pourquoi? Parce qu'il explique bien. Ouais. Il a une bête de clette. On pose des questions, des fois, qui me surprennent complètement, quoi. Par exemple, ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, ainsi? Alors moi, je suis pas formé pour ça, hein, je suis désolé, mais ainsi, je peux pas l'expliquer. Ils nous prennent pour des fous. Même des fois, quand ils nous parlent, ils disent oui, hein, comme si on vient de... Oui. Même c'est trop long, le programme, il est vachement long. En plus, ça sert à rien. Ce matin, j'ai dû expliquer des mots comme désarroi, des tas de mots qui nous paraissent simples à nous. C'est-à-dire qu'on est face à un... comment dire? Face à une autre civilisation, je dirais. Changement de décor. À Marseille, le lycée d'enseignement professionnel Frédéric Mistral est spécialisé en mécanique automobile. Mais ici, en LEP, comme au collège de Clichy, un même refrain, le niveau est médiocre. Elisabeth de Saporta enseigne le français. Elle a exercé auparavant à la campagne, en Lorraine,
avant de retrouver Marseille. Sauvagère, attention. Non, non, moi je cherche. Non, attention, sauvagère. Je me prends dans le texte, tout simplement. Monde actif, c'est pareil. Oh là là. C'est bien la première fois que vous êtes puriste, hein. Ah, déjà. C'est quoi puriste, madame? C'est ce que tu fais pas. Et entre le niveau des enfants de milieu rural et celui des enfants de milieu urbain, vous avez trouvé finalement... Aucune différence. Non. Comment est-ce que vous le décririez, ce niveau? Bon, dans l'ensemble, le niveau est assez faible. Mais... comment dire... Bon, ils parlent mal français, c'est évident. Même les Français. Même les Français. Ils veulent pas. Mais non, mais madame, si c'était la femme qui serait au foyer. Qui était? Qui était, c'est pareil. Qui était au foyer et l'homme qui travaillerait. Ah ben moi, qui travaillait. Bon, ben, excusez-moi le français. On a l'impression que vos élèves n'accrochent pas, ne sont pas attentifs en cours. Sont-ils vraiment incapables de suivre ou bien ce qui se passe ne les intéresse-t-il pas? Je pense que ça vient de plus loin. C'est l'ennui général. Quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je pense d'ailleurs, il y a énormément de choses qu'ils ne comprennent pas. Même, dans le langage que j'emploie, il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne demandent pas. Ils se laissent bercer. On se berce un moment et puis après ça file, quoi. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses sous le rapport de tous les philosophes. Car enfin Églon, roi des Moabites, fut assassiné par Ahod. Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baza. Le roi Éla par Zambri, Ocosias par Jéhu, Atalia par Joiada. Les rois Joachim, Jéconias, Sédécias furent esclaves. Vous savez, je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operaretur reum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Vous voyez pas un lien entre les deux manières de parler de Pangloss, une accumulation, une citation latine? Hein? Pangloss, c'est un pédant. C'est-à-dire, ce qui compte pour lui, ça n'est pas tellement d'enseigner quelque chose, hein, c'est de se faire valoir en enseignant. Aujourd'hui, vous trouvez des copies en terminale qui ne sont ni ponctuées, ni accentuées, des majuscules n'importe où, on ne sait pas où commencent les paragraphes, etc. Des élèves de latin n'ont parfois jamais entendu parler des Horaces et des Curiaces. Ils écrivent les Horaces A-U-R-A-C-E, ça ne leur dit absolument rien. Autrefois, en 5e, on avait un petit peu entendu parler de la pièce de Corneille. Il y a une négligence qui s'est accélérée dans la présentation, dans la façon de... dans l'orthographe, dans le style. On se laisse aller? Oui, il y a un manque d'attention, peut-être plus grand aujourd'hui, mais donc là, il y a une baisse alors catastrophique, oui. C'est trop facile de tenir ce discours-là. C'est facile et puis c'est rassurant. Finalement, c'est rassurant parce que dire que le niveau baisse, ça veut dire que je ne suis pas en cause en tant que prof de ce niveau. Et par conséquent, je peux me sentir toujours à l'abri de toute attaque ou de toute contradiction concernant le niveau de mon enseignement ou ce que je suis en train de faire, ou même l'interrogation sur ce que je fais et sur les raisons pour lesquelles je le fais. Moi, je ne crois pas que le niveau baisse. Enfin, je ne dirais pas que le niveau baisse. Je crois au contraire que les élèves, dans le fond, ils sont intéressants. Regardez les expressions qu'on utilise, dans le fond. Prendre la parole. Ou bien, pour dire de quelque chose, d'une promesse, on dit... Hein? Je tiens ma parole. Ou bien, donner sa parole. C'est curieux quand même. Hein? On donne sa parole. Je te donne ma parole que je viendrai demain après-midi. Ou bien, je te demande de tenir parole, comme disait Marie-Sophie tout de suite. Actuellement, on laisse entrer en seconde et en première pratiquement, une large partie des élèves, certains qui ont les capacités, qui ont les notions nécessaires pour suivre, et d'autres qui ne les ont pas.
Alors ils se retrouvent dans les mêmes classes et il est certain que les uns gênent les autres. On fait des secondes indifférenciées où on met tout le monde, celui qui va s'intéresser à un travail précis sur la littérature, celui que ça n'intéressera absolument pas, qui n'a pas le langage nécessaire pour s'y intéresser, et on vous dit débrouillez-vous avec ça. Vous trouvez qu'on mélange à tort des enfants qui sont inégaux? Mais oui, nous sommes tous inégaux. Bon, on va s'arrêter là. Il faut que vous alliez dans votre cours suivant. Même ici, à Saint-Brieuc, une ville moyenne, une ville tranquille, même dans un lycée sans histoire, la question du niveau reste posée. À qui s'adresser? À qui faire cours? Aux 2 premiers rangs? À ceux du fond? Aux élèves qui suivent sans effort? À ceux qui prennent du retard? Entre les uns et les autres, les profs sont partagés, partout. Bon, vous asseyez à vos places normales. Ça y est? Bon, alors, je vais vous donner des textes. C'est un petit sketch de Prévert. Non, mais t'as pas besoin de ton classeur pour le moment. Oui, tout ça. Mais c'est pas très long, hein. Tu sais, c'est gros, mais c'est pas long. Bon, tout le monde a un texte? Oui. Oui. Bon, alors. Je peux lire? Oui, bon, alors. Attendez. Oui, je sais qu'il y a des amateurs. Alors, Samia d'abord. Et Abed, on va prendre le premier fils. On changera, il y en aura d'autres. Hein. Dans une classe, on ne peut pas dire que tous les élèves suivent ce que vous faites ou veulent suivre. C'est ça le problème. Et quand vous avez une classe, moi je les ai pratiquement tout le temps, toute la classe réunie. À ce moment-là, vous en avez toujours un certain nombre qui effectivement peuvent dormir ou s'amuser, enfin faire autre chose, quoi, ou penser à autre chose. Et vous y arrivez? Est-ce qu'ils s'intéressent? Au moins une partie, oui. Une partie dans quelle proportion? Oh, il faut pas rêver, je sais pas. Il y en a toujours 4 ou 5 qui accrochent. 4 ou 5 sur? Sur 25, 30. C'est difficile d'intéresser de toute façon 25 élèves à la fois. Il y a trop de conversations particulières. Je pense que si on enseignait à 10 personnes à la fois, on pourrait faire du travail efficace. Alors il faut vraiment faire une gymnastique incroyable pour qu'il y en ait quelques-uns vraiment qui accrochent. À partir du moment où on veut faire un petit peu aussi ce qu'on a envie de faire, hein, je le dis franchement, on ne peut pas s'adresser à tout le monde à la fois. On a 25 élèves ou plus, hein, parce que c'est souvent plus. On a 25 élèves en face de soi, on en a qui ne savent pas parler français, et qui n'ont aucune culture de base, quoi. Et on en a qui sont bons. Alors à qui on s'adresse? Vous venez d'avoir un cours sur l'absolutisme. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais. Comment ça se passait dans ce temps-là, la monarchie et tout ça? C'est bête, ça. Franchement, mes 4e 6, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de l'absolutisme? Alors bon, j'essaye de faire passer la sauce, quoi. J'essaye de faire en sorte que ça les intéresse un petit peu, mais on a à la fois l'impression d'être de cette société, puis d'être un espèce de brontosaure qui parle à des élèves qui se disent mais qu'est-ce que je fais là à écouter ce gars, qui peut être marrant ou qui peut être complètement casse-pied, et qui me parle de choses dont je n'ai rien à faire. C'est comme ça. Le même menu pour tous. Pour les Marseillais et pour les Bretons, pour les banlieusards et pour les ruraux, pour ceux qui ont une bibliothèque à la maison et pour ceux qui n'ouvrent jamais un livre. Les élèves ont leur univers, les profs ont leur manuel scolaire. 2 planètes voisines, mais qui ne se rencontrent pas. Le décalage est impressionnant, et beaucoup de profs se demandent s'ils ne parlent pas dans le vide. Ça, c'est terriblement angoissant parce que finalement, on se demande un petit peu ce qu'on fait quand on enseigne la philosophie aujourd'hui.
Est-ce que ça a un sens encore d'enseigner la philosophie? Et à qui on s'adresse? À qui on adresse ce discours philosophique finalement? Attendez, réfléchissons. Pourquoi est-ce que je vous parle? Pourquoi est-ce que vous me parlez? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi est-ce que finalement vous... Pourquoi est-ce que vous écrivez des dissertations? Hein? Pourquoi est-ce que vous écrivez des dissertations, dans le fond? On a plutôt l'impression d'une impuissance, parce qu'en fait, on n'est pas seul à agir devant les gamins qui ont des tas de problèmes. On a discuté l'autre fois entre profs de français, est-ce qu'on fait des dictées ou pas? Bon, il y a des profs de français qui font des dictées, qui croient, moi j'en fais, et j'y crois. Il y a des profs qui ont coupé et qui font plus de dictées du tout, parce qu'ils considèrent que ça sert à rien, que c'est du temps perdu. Bon, ben là, effectivement, on a des méthodes très différentes. Bon, l'histoire de dictée, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a, de la part des deux positions, il y a, je crois, des arguments. Mais la réalité, c'est quand le gars va remplir son curriculum vitae pour avoir de l'embauche, il ne faut pas qu'il fasse de faute d'orthographe. Bon, et n'empêche que l'orthographe, est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce qu'on peut être intelligent et écrire comme un sagouin? Moi, je crois que oui. Si nous, quand nous étions élèves, nous sentions relativement bien dans l'école, maintenant, les élèves que nous avons sont en rejet, pour faire vite, sont en rejet par rapport à l'école. Et je crois que la plus grosse difficulté, c'est celle-là. Et à mon avis, elle n'est pas du tout spécifique au collège Romain-Rolland. Pas dire que le collège Romain-Rolland est pire que les autres sur ce plan-là. Je pense que globalement, tous les élèves de tous les collèges de France rejettent l'école. Parce que l'école, les structures de l'école, les méthodes de l'école, l'enseignement qui est donné à l'école, n'a plus rien à voir, je dis ça un peu de façon carrée, mais n'a plus rien à voir avec leur pratique sociale à eux. Les élèves vont à l'école par obligation. Je suis à peu près persuadé que les élèves ne savent pas très bien pourquoi ils vont à l'école. Oh, je crois que l'école les déçoit, et tous les déçoit dans l'école. Bon, ils font ce qu'on leur demande, là, et on leur dit de faire ceci, ils le font. Mais dans le fond, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à tout ce qu'on leur dit. Ce qu'on leur dit ne les intéresse pas, de toute façon. Et ils ont, à l'égard de l'école, un système de défense qui est bien constitué et qui, me semble-t-il, est assez légitime. Je crois qu'il est sain que les élèves aient ce sentiment de défiance actuellement à l'égard de l'école, parce que, finalement, l'école ne leur apporte pas ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont raison d'attendre de l'école, finalement. Je crois que ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est Goldorak, c'est la guerre des étoiles, les jeux électroniques. Et nous, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait un cours. Un cours, on les oblige à s'intéresser à des choses pour lesquelles on ne s'intéresse pas du tout. Ouais, si, ça m'intéresse, moi. L'histoire, c'est intéressant. Et toi, ça t'intéresse aussi? Non. Oui. Pas moi. Il y a un truc que j'aimerais bien apprendre, c'est l'esclavage des Noirs, là, en Amérique. C'est intéressant, ça. Mais en fin de compte, quand on raconte la civilisation égyptienne à des élèves, même en 6e, c'est beaucoup moins passionnant que le feuilleton à la télé. Leur culture, c'est d'abord la télé. C'est la télé. Les livres qu'on étudie, ils l'ont fait, entre guillemets, ils l'ont déjà fait avec la télé. C'est-à-dire, quand je leur propose un bouquin, ben ça, madame, on l'a déjà fait. Parce qu'ils ont vu le film ou le montage télé à propos du bouquin. Et vous ressentez la télé comme une concurrence? Oui, plus qu'une concurrence même. Hein. C'est presque une oppression, parce que ça nous bouffe, quoi, la télé, hein, complètement. J'ai l'impression. Nos gosses ne lisent pas parce qu'ils regardent la télé, d'abord. Hein. Bon, est-ce qu'ils la regardent? Oui. Est-ce que ça leur apporte plus que mes cours à moi? Oh oui, certainement. Il y a une évasion incroyable, une évasion que je leur donnerai jamais. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre plus de choses de la télévision qu'en classe? Oui. C'est pas sur un texte, quoi. À la télévision, on voit les images, puis... C'est moins théorique. Et puis là, par exemple, et la télé, on n'est pas obligé de la regarder tout le temps. On peut faire un moment, mais tandis qu'en cours, on doit toujours y aller. Et... Des fois, on est forcé, tandis que la télé, quand on regarde, on fait plus attention et il faut pas... Mais si on te dit que ce que tu vois à la télévision, bah, tu l'oublies tout de suite, alors que ce que tu apprends en classe, tu le retiens, ça reste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des trucs qu'on apprend en classe et que j'ai oublié depuis.
Est-ce que vos élèves n'apprennent pas plus de choses à la télévision qu'à vos cours? Bien sûr que si. C'est évident. Mais je crois qu'ils reçoivent plus d'informations. Ils reçoivent plus d'informations, mais ils savent pas les mettre en place. Si vous voulez, en un sens, ils apprennent trop de choses, parce que la télévision leur fournit des éléments dans tous les domaines, mais ils sont incapables de les relier ou de les approfondir. Vous n'avez pas la télévision chez vous? Je n'ai pas la télévision, mais je vais la voir de temps en temps. Je vais voir, il m'arrive d'aller voir une émission d'Apostrophe, il m'arrive d'aller voir une pièce de théâtre, et même de l'enregistrer sur vidéo chez des amis ou des voisins. J'ai enregistré Phèdre il n'y a pas très longtemps pour le passer aux élèves, par exemple. C'est vrai qu'il y a une culture des jeunes qui est très loin. On l'a finalement, elle m'est totalement étrangère à moi. Et pourtant, j'ai des enfants qui ont l'âge des élèves que je croise dans le lycée. Je sais qu'ils ont une culture qui est très différente de la nôtre, de celle qu'on veut leur donner dans l'école, de celle que nous avons reçue. Récemment, dans une classe, je dis à une élève à la fin d'une explication, mais voyons, vous allez me trouver ce mot, le capitaine Haddock l'emploie souvent. Et cet élève me répond, je n'ai jamais lu de bande dessinée. Quand je fais comme ça des allusions à ce qu'on appelle la culture des jeunes, je suis parfois surpris. Je la connais finalement pas mieux que certains, moins bien que d'autres peut-être, j'en suis moins imprégné peut-être, mais... Il y a 4 groupes rock au lycée Rabelais. Vous les avez entendus quelquefois? J'en ai entendu des échos en passant dans les couloirs. C'est difficile de faire autrement. J'ai l'oreille très peu musicale, donc me demander d'apprécier du rock, c'est au-dessus de mes capacités. On veut vous assassiner au prix de quelques idées, au prix de quelques fusées. À toi de juger, à toi de juger. Faut rire ou pleurer. À toi de juger, à toi de juger. Faut rire ou pleurer, ou pleurer. Coupure culturelle, fossé entre les générations. Les profs ont bien des difficultés pour transmettre leur savoir. Et les élèves pour le recevoir, pour le comprendre. Pourtant, c'est sur ce terrain que les 250 000 profs de l'enseignement secondaire jugent leurs 4 millions d'élèves. Je crois qu'on nous demande, en fin de compte, de faire de la pédagogie comme si on était en dehors d'une réalité sociale, quoi. En dehors aussi des profs, parce que les profs, c'est pesant, les profs. Hein. L'ensemble des profs, c'est une horreur. Il faut le dire, c'est vrai. Moi, quand je vois ce qu'on fait, on se pose des problèmes, nous, profs de collège, oh là là, c'est dur, etc. Il faut les tirer, les élèves, il faut ramer. Et puis on se dit, on arrive à en tirer quelques-uns, les mettre au lycée, puis au lycée, c'est la guillotine, ils se font massacrer. Une classe d'adaptation, on est sûr de ne pas aller en seconde et tout ça. Hein. On est bon pour BEP ou CPA, boucher, fleuriste, jardinier. Au bout de la troisième, après la troisième, c'est fini. Hein. Une fois qu'on a 16 ans, si on rate notre dernier trimestre, on se retrouve dehors. Moi, je suis professeur principal en troisième, sélectionner les élèves. Les élèves, je trouve très sympas, que j'aime beaucoup. Ça arrive, quand même. Il n'y a pas que les têtes à claques dans une classe. Eh ben, des élèves comme ça, ils n'ont pas le niveau. Ils veulent aller en seconde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh ben, on ne peut pas les envoyer en seconde, parce qu'on sait qu'en seconde, ils se feront laminer complètement. Complètement laminés. Il y a des élèves qui font des efforts, mais incroyables, mais c'est trop tard. Un élève qui a 2 ou 3 ans de retard en troisième, qui parle très mal le français, qui travaille comme un fou, est-ce que je peux l'envoyer en seconde? Je crois, franchement, c'est pas moi, c'est pas seulement moi. J'ai la responsabilité en tant que professeur principal. On est face à la réalité sociale, quoi. On est face à la réalité sociale, à la réalité politique, à la réalité. Et elle n'est pas toujours belle à voir.
Enseigner, c'est trier, c'est sélectionner. Ils sont 600 000, les jeunes qui n'ont pas été admis à continuer vers le bac. 600 000 qu'on a dirigés vers l'enseignement professionnel. Une orientation bien comprise, bien acceptée, ou une sanction camouflée. Ici comme ailleurs, l'orientation est plus faite sur l'échec que sur de véritables motivations positives. En ce moment, c'est certainement très difficile. La plupart des élèves arrivent meurtris par leurs échecs précédents. Tant que la formation technique dans une région comme la nôtre sera réservée à ceux qui sont en situation d'échec, c'est sûr, on restera dans une impasse. Alors vous êtes en quoi dans ce LEP? Nous sommes en 3e année mécanicien de chantier. Ça consiste à réparer les engins de travaux publics et éventuellement les déplacer, les conduire. Est-ce que vous avez vraiment envie plus tard d'être mécanicien de chantier? Moi oui. Pour moi, j'essaierai d'avoir mon CAP, mais c'est pas le métier que je veux vraiment faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais essayer de faire marin-pompier. Moi non, je viens ici pour avoir une qualification professionnelle, au cas où je ne pourrais pas rentrer dans la police. Moi, je compte avoir mon CAP, mais ce métier, je crois pas que je le ferai. Parce que je veux aussi rentrer dans les marins-pompiers et faire une carrière, rester dans les marins-pompiers. Parce que on a une... Première retraite à 35 ans. Moi, si je viens ici, c'est pour sortir avec quelque chose. Hein. Pour sortir avec quelque chose, parce qu'on n'aura pas fait 3 ans pour rien. Hein. Et la masse de vos camarades, ils viennent ici, pourquoi? Il y en a beaucoup parce qu'ils ne savent pas où aller, ou... Voilà, hein, c'est pas plus. Hein. Ça dépend des profs. Je me languis de sortir. Ouais. Tout le monde se languit de sortir. Oui. Ouais. Je me languis de finir. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 ans, après... Surtout qu'il manque beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas les outils qu'il faut pour travailler. Bon, la dernière... Les engins, vous voyez dans l'état où ils sont. Mais est-ce qu'ils choisissent d'entrer en LEP ou est-ce qu'ils le subissent? Vous savez, c'est très difficile. En fait, ils le subissent plus qu'ils ne le choisissent, mais si on... Ça s'explique comment? Ça s'explique d'une façon très simple, c'est que les spécialités qui sont offertes au choix des élèves ne sont pas suffisamment variées pour que chaque élève puisse choisir lui-même. L'histoire de dire si tu travailles mal, tu vas aller en LEP, on montre le LEP comme une punition. Et au fur et à mesure de leur dire, a priori, ils arrivent en disant bon, c'est fini pour moi, quoi. Je suis fini, je viens là, je tiens mes 3 ans, je suis condamné. Alors finalement, les motivations sont différentes dès l'instant où on leur répète, on leur rabâche qu'attention, c'est le gros loup, quoi, c'est le méchant loup. Tu travailles pas, tu vas en LEP. C'est une punition. On regrette vraiment que nos collègues des CES et nos collègues des lycées nous considèrent un peu comme des récupérateurs de situations désespérées. Les éboueux. En fait, ce n'est pas ça, pardon. Les éboueux. Oui, c'est ça, oui. Je pense qu'il y en a certains qui auraient peut-être souhaité faire autre chose et qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer ailleurs. Donc ils se sont trouvés en carrosserie. Mais dans les garages aujourd'hui, on change les ailes d'un seul coup, quoi. À quoi ça sert de leur apprendre à tourner une aile? Le problème actuel, effectivement, est que dans bien des cas, on remplace les éléments au lieu de les redresser. Mais pour pouvoir faire autre chose, il nous faudrait d'autres matériels, c'est certain. En principe, le LEP doit donner une formation professionnelle, une qualification, préparer au métier.
Mais trop souvent, les installations sont vétustes, les matériels dépassés, les technologies archaïques. Les enseignants eux-mêmes, enfermés dans une spécialité, ont de la peine à se recycler. Les entreprises bougent plus vite que l'éducation nationale. À la sortie du LEP, la formation reçue ne vaut pas cher sur le marché de l'emploi. Le bouse là? Oui, elle est passée entre le caoutchouc et la vis. Hein. Tu la tiens. Tu penses que tu vas trouver du boulot après l'examen? Après l'examen, ben, en ce moment, le boulot, hein, c'est très très dur à trouver. Nous faisons une œuvre charitable, c'est-à-dire qu'on prend ces gamins-là et on leur donne quelque chose. Parce que dans le secondaire classique, s'ils ne peuvent pas suivre, à la limite, ils vont en LEP. Mais nous, lorsqu'on les lâche, il faut qu'on les lâche avec quelque chose pour qu'ils puissent se défendre dans la vie. Résultat, que se passe-t-il? C'est qu'en France, on n'a plus suffisamment de réparations automobiles pour pouvoir utiliser tous ces mécaniciens réparateurs auto. C'est là le problème, notre problème. Sur les 300 gosses que vous sortez au fond chaque année du lycée, il y en a à peu près combien qui trouvent un emploi correspondant à leur formation? Faut compter, actuellement on est en période de crise, en gros 5%, c'est tout. 5%? Eh oui, c'est notre problème. Mais à quoi ça sert de former chaque année 300 mécaniciens auto s'il n'y a pas la possibilité de travailler dans ce secteur? Vous avez raison, mais en fait, vous savez, l'éducation nationale est quand même quelque chose d'assez lourd à mener. Nous, actuellement, mettons à Frédéric Mistral, nous sommes 25 mécaniciens auto, et si brutalement on voulait si on voulait éduquer des élèves dans une autre spécialité, nous en serions incapables, donc il faudrait changer le cadre professoral de l'établissement, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez nous envoyer au chômage? Ça arrive trop. Le chômage, les profs ne risquent pas de s'y retrouver. Ils sont protégés par leur statut. Mais on s'imagine qu'ils forment un corps soudé, solidaire, homogène, alors qu'il n'en est rien. C'est très compliqué, le monde prof. Des agrégés, des certifiés, des professeurs d'enseignement général de collège, on les appelle des PEGC, des maîtres auxiliaires, une avalanche d'étiquettes bizarres et un paradoxe. Plus on possède un titre élevé, moins on assure de cours. Pourtant, tous les enseignants font le même métier, sans véritable contrôle. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Je fais 21 heures. Combien vous gagnez? Eh bien, je l'ai sous les yeux, là. J'ai 5 783,99 centimes en décembre. Et vous, alors? Moi, je suis PEGC maths physique, c'est-à-dire j'enseigne deux matières, les mathématiques et les sciences physiques. Alors, au niveau études, j'ai une licence de mathématiques, plus 2 ans de formation à l'école normale. Vous travaillez combien d'heures? 21 heures. Et vous gagnez? 5008. Et vous? Je suis maître auxiliaire, licence de lettres modernes, et j'enseigne le français et l'histoire-géographie. Vous faites aussi 21 heures? 21 heures par semaine. Et vous gagnez la même chose? La même chose. Qu'est-ce que vous enseignez? J'enseigne le français. J'essaye d'enseigner le français. Vous avez quel statut? Je suis certifié. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 18. Et vous gagnez? Je gagne 8 500 francs par mois. Et vous, monsieur Lutz? Moi, je suis agrégé d'histoire et je gagne 9 000. Combien d'heures d'enseignement par semaine? 15 heures. Mais c'est normal de faire plus d'heures qu'un agrégé et de gagner moins? Ah non, c'est pas normal, bien sûr. C'est pas normal. Enfin, disons que le système éducation nationale est complètement au rebours de la logique, puisque moins on fait d'heures et plus on gagne. Donc c'est complètement illogique. L'agrégation ne donne pas la compétence pour enseigner. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation de l'agrégé pour enseigner. Il n'y a pas de formation pédagogique. On est d'accord là-dessus. Et il y a beaucoup de profs non agrégés qui insistent là-dessus en disant mais vous n'avez pas la formation pédagogique. Comme s'il suffisait de lire un petit manuel pour avoir les recettes de cuisine pour être un bon prof. Disons qu'on n'a pas la même formation, quoi. Est-ce que je suis moins compétente qu'un agrégé? Je
J'en sais rien, enfin j'ai certainement moins de connaissances peut-être que lui, mais disons que pour les élèves que j'ai, je pense pas que ce soit trop problématique. Je pense qu'en tant qu'agrégé, en tout cas, je suis plus formé pour enseigner l'histoire que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études d'histoire. Cela arrive qu'il y ait des enseignants qui enseignent l'histoire sans jamais avoir fait d'histoire. Ouais, bien sûr. Et je parle pas de la géo. Vous étiez instituteur avant d'être C'est ça, professeur. j'ai été instituteur et je peux dire que j'ai franchi tous les degrés de la fonction instituteur puisque j'ai d'abord été instituteur suppléant, puis volant, puis remplaçant, stagiaire, titulaire et puis ensuite j'essaie. Donc on n'apprend pas à enseigner, ça je crois que c'est dramatique et on lance comme ça dans le métier des jeunes enseignants qui ne savent pas le moindre mot de pédagogie et qui se cassent la figure. Moi je suis désolé mais au niveau pédagogique j'ai fait mes classes pédagogiques, j'ai appris malheureusement sur le tas, je dois le dire, et pas en école normale forcément, donc c'est peut-être les élèves qui m'ont été confiés à ces époques-là qui en ont subi peut-être les dégâts, disons-le, pourquoi pas. Mais pédagogiquement, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas, donc que peut-être certains n'ont pas appris. Donc pourquoi non, j'ai pas du tout de complexe vis-à-vis de ces gens-là, et j'espère qu'eux n'en ont pas aussi vis-à-vis de moi. Vous gagnez plus d'argent et vous enseignez quelques heures de moins qu'un professeur qui est certifié. Est-ce que vous estimez que vous êtes plus compétent que le professeur certifié qui, lui, n'a pas eu l'agrégation ? Mais j'estime que ce concours, si vous voulez, il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait une sorte d'incitation, une sorte d'excitant pour un corps professionnel. Si vous n'avez pas ce concours pour vous obliger à faire la preuve de vos capacités, à aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, ce corps professionnel va rester dans la médiocrité. Que vous interveniez avec une étiquette agrégée ou une étiquette certifiée, une étiquette PEGC, c'est vrai que les élèves qui vous sont confiés vont être rigoureusement les mêmes. Bon, c'est sûr que si on parle diplôme, etc., bon, mais est-ce qu'on monnaie des diplômes? En fin de compte, quelle est ma qualification? Moi, je suis agrégé d'histoire. À quoi je sers, franchement? En fin de compte, je suis de la génération qui a été éduquée dans le système ancien, des études classiques, du latin, les études littéraires, c'était beau, etc. On ne savait pas qu'on allait se retrouver à des centaines de milliers, des millions, à avoir fait la même chose et à demander du boulot. Est-ce que vous croyez qu'il y a des profs qui sont incompétents? Oui, je pense. Est-ce qu'il y a des profs carrément incompétents? Voilà. Voilà. Est-ce que je vais dire ça, moi? Est-ce que je vais dire il y a des profs incompétents? Il faut bien dire que vous avez des professeurs qui ont moins de facilité que d'autres à se faire écouter par un public. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont incompétents? Non, ça veut dire aussi peut-être que le public qui est devant eux ne vient pas suffisamment chercher ce qu'on lui propose. C'est même avéré qu'il y en a qui sont mais résolument incompétents, qui n'ont rien à faire avec une matière qui est l'enfant. On ne malaxe pas l'enfant qui est malléable, et parfois ça peut être très dangereux, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, comme on malaxe par exemple, je ne sais pas, une savonnette. Est-ce que vous avez des collègues incompétents? Comme dans toutes les professions, hein. Oui. Vous devez en avoir vous aussi, non? Mais est-ce qu'on peut être incompétent dans ce métier au fond toute sa vie? Oui, oui, bien sûr, pourquoi pas. Si on l'ignore. Mais si vous étiez incompétent dans un garage, vous vous feriez virer. Est-ce que là, vous pouvez rester? Vous avez peut-être raison, oui, c'est exact. Est-ce qu'il vous est arrivé, par solidarité syndicale, de défendre des collègues que vous saviez indéfendables? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Oh, ça m'est pas arrivé souvent, et tant mieux. Disons qu'en 16 années de syndicalisme, je vais dire militant, quoique je ne sais plus très bien si maintenant les gens savent ce que ça veut dire. Mais enfin, je vais dire, oui, ça m'est arrivé, mais de rares fois, hein. Exemple. De rares fois. Bah, par exemple, on peut défendre quelqu'un, un enseignant, donc, qui a vu sa note administrative baisser énormément parce que peu ponctuel. Le défendre en sachant pertinemment, lors de sa défense, qu'il était effectivement pas ponctuel. Et remonter sa note administrative par pression sur un chef d'établissement. Oui, ça m'est arrivé. Est-ce que j'en suis fier? Non. Est-ce qu'on peut être incompétent toute sa vie, sans sanction, dans ce métier? Ah oui, bah ça, moi je trouve que c'est un des problèmes. Est-ce que vous pensez que les enseignants sont assez contrôlés? Non. Non, peut-être je vais en faire se révolter quelques-uns parmi mes collègues, mais disons que
quand j'en discute avec des gens qui ne sont pas enseignants, ils sont particulièrement choqués du fait qu'on puisse faire tout et n'importe quoi sans que jamais personne ne vous dise rien, sauf les élèves, parce que les élèves réagissent quand même, ils savent très bien avec quel prof ils bossent et avec quel prof ils ne bossent pas. Ils sont contrôlés de façon inintelligente, à mon avis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est totalement... qui ne fait rien, bon, l'inspection avec un grand I ne les sanctionnera en rien. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pour ça qu'on aimerait qu'on invente autre chose que l'inspection telle qu'elle existe. L'inspection telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est vraiment, je suis prêt à le dire fermement, c'est de la foutaise. Parce qu'on ne peut pas juger un gars en 1 heure, comme ça, en passant dans un bahut une fois. Il y a une notation qui est dispensée par des inspecteurs et ces gens-là s'appuient sur quoi? En général, sur 1 heure passée dans une classe donnée tous les 3 ans, tous les 4 ans, parfois tous les 2 ans, quand tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez que ça... Est-ce que ça veut dire quelque chose? L'inconvénient du métier de professeur, c'est qu'on passe son temps à enseigner des choses qu'on sait et donc on n'a pas le temps d'apprendre les choses qu'on ne sait pas. Et alors il y a un danger évidemment dans ce métier, c'est de ne pas trouver le temps et puis au bout d'un certain temps de ne plus trouver la curiosité, d'étendre un petit peu d'élargir un petit peu son domaine. Donc il est certain qu'on peut être tenté par une routine intellectuelle dans ce métier. Vous faites le même programme tous les ans? Je m'encroute. Au niveau prof, je m'encroute. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'encrouter dans ce métier-là? Ils ne sont pas très gais, les profs. Ils ne sont pas très sûrs d'eux. Ni des cours qu'ils font, ni des notes qu'ils donnent, ni des orientations qu'ils décident. Et quand il s'agit de leurs propres enfants, quand ils réagissent, comme tout le monde, en parents d'élèves, les voici carrément déchirés. Bon, il est évident qu'il y a un refus de l'école, aussi bien chez mes enfants, chez mes propres enfants, que chez les élèves que je vois dans le lycée, qu'il y a donc un refus de l'école. Et bon, je réagis sûrement d'une manière ambiguë, dans la mesure où, d'un côté, je ne peux pas désapprouver ce refus de l'école au vu de ce qui s'y passe. Et que d'un autre côté, je ne peux pas non plus les encourager dans la voie du refus parce que ce serait une impasse aussi pour eux. Et vous êtes plutôt solidaire de qui? Du corps enseignant auquel vous appartenez ou de vos enfants qui refusent l'école? Oh, de mes enfants. Je crois la solidarité, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire, solidarité à l'égard du corps enseignant. Moi, je fréquente peu les profs, j'ai pas beaucoup de rapport avec eux. Je me sens davantage solidaire, pas seulement de mes enfants d'ailleurs, mais des élèves, que des profs. Dans le fond, peut-être que le reproche majeur que je ferais aux profs, ce serait de défendre davantage leurs propres intérêts que l'intérêt des élèves, peut-être. Au sens où finalement, si on prend les revendications des profs, elles portent sur leur propre statut et pas sur le statut des élèves. On a l'impression souvent, quand on écoute ce qui se dit du côté des profs, on a l'impression qu'en fait les élèves ça n'existe pas. On a l'impression que finalement, il y a l'enseignement, la matière enseignée, il y a les profs, et puis les élèves, finalement, oui, ils sont là, malheureusement, quoi, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Ils sont là pour les profs? Oui, ils justifient peut-être l'existence des profs. Vous voulez votre liberté, mais elle est menacée, ils veulent s'en accaparer. À toi de juger, il faut rire ou pleurer. À toi de juger, à toi de juger,
Thank you.